Faut que je sorte équipé, j'étais dans l'équipe B, maintenant devant ils demandent l'équité. On recherche le trésor comme Tao, pareil pour l'identité. Y'a de la lumière dans le chaos, tu peux le dire aux entités. En attendant d'attendre mon carrosse, on flex et on chill ma parole. Entre nous, pas besoin de paraître quand on taffe pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour le premier plateau de la journée qui s'intitule Conférence transférabilité des compétences. Moi, c'est Isor de la mission locale du Pays de Grasse et je suis avec Mohamed. Ça va, Isor? Ouais, ça va super, et toi? Ça va super. Je suis super content d'animer cette conférence. On a aujourd'hui des invités de marque. Donc on va commencer peut-être ce tour de table. On va commencer par ma droite, monsieur. On fait un petit tour de table pour se présenter rapidement en quelques mots. Bonjour, donc du coup Sébastien Lévesque, directeur national XP School, membre du groupe Ionis, premier groupe d'enseignement supérieur de France. Bertrand Amar, directeur e-sport du groupe Webedia. Monsieur. Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Moi c'est Julien Guellerin, fondateur du studio Iconic, spécialisé dans la réalité virtuelle, basé à La Ciotat. Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invite. Donc moi je suis Mathias, directeur de la mission locale du Pays d'Aix. Bonjour à tous et à toutes également, merci de l'invitation également. Moi je suis Gaucha Brotti, je suis le cofondateur de Skilleo, qui est la première plateforme de recrutement qui utilise le jeu vidéo pour évaluer les candidatures. Et on a un retardataire, mais un petit mieux retardataire. vaut tard que jamais. Voilà. Je vous laisse vous présenter directement. Ah oui, donc c'est des micros à main, vous pouvez les détacher Oui. si vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme nous, comme ça, là, de se plier sur notre micro. C'est mieux. Bonjour, je m'appelle Christophe et je suis gérant du Meldon de Marseille, la chaîne e-sport bar. Je suis celui de Marseille donc. Ok. Bah, merci pour cette présentation. Rentrons directement dans le vif du sujet, hein, si je puis dire. Parlons tout simplement de votre présence aujourd'hui au ML Game Show qui s'est tenu sur 2 jours. Avant de rentrer directement, je vous rappelle qu'a lieu la finale sur la chaîne d'MCES, la finale de la Easy Cup sur Fortnite. Donc si vous voulez aller y jeter un coup d'œil, vous pouvez. Donc rentrons dans le vif du sujet tout simplement et parlons du ML Game Show. Alors tout simplement, on va vous parler de votre présence tout simplement ici, commençant peut-être par vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous faites et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui votre présence est... Alors le Meldon, c'est un bar e-sport. On rediffuse beaucoup de compétitions e-sport et tout ça, donc d'où notre présence ici. On est dans le sud et on cherche à développer un peu tout ce qui est l'e-sport et la représentation des tournois e-sport et tout ça, d'où ma présence ici. Et pour rebondir sur l'événement qui s'est déroulé hier, donc je rappelle, hier on a accueilli une journée de Div 2. Vous étiez présent, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors malheureusement, je n'étais pas présent puisque je travaillais. Ah. J'étais au bar et je faisais du service, donc malheureusement, je n'étais pas présent ici. Et du coup, vous pensez quoi tout simplement de l'initiative qui a été mise en place d'accueillir? Je crois que c'est la première fois que le Sismic accueille une journée comme ça de division 2 d'e-sport. Eh ben, écoutez, moi je suis très content de voir quelque chose qui se développe comme ça dans le sud. On a l'habitude de Paris, on a l'habitude de la capitale pour tout ce qui est les représentations e-sport. Quelque chose qui se passe dans le sud de la France, ça nous fait plaisir. Ouais. Ça nous fait plaisir à tous, je crois. Et vous n'êtes pas le premier à le dire parce qu'hier on a aussi animé un plateau et ils ont répondu la même chose que vous, donc comme quoi ça fait du bien. Exactement. Monsieur Amar. Oui, bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Vous étiez hier, vous représentez Webedia. Nous avons travaillé ensemble pour mettre en place cet événement, tout simplement. Qu'est-ce que vous en avez pensé, tout simplement Ouais, donc Webedia, c'est un des grands acteurs de l'e-sport et du gaming en France. Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe, c'est un groupe qui déploie des marques médias sur des thématiques de passion, comme par exemple le cinéma avec des marques comme Allociné, le glamour avec des marques comme Pure People, la cuisine avec des marques comme 750 grammes ou l'Académie du goût d'Alain Ducasse. Et parmi ces thématiques, il y a donc le gaming et l'e-sport. Et là aussi, si on parle de marques médias, c'est jeuxvideo.com, c'est MGG qui s'appelait avant Millennium, qui est né d'ailleurs pas loin d'ici à Marseille.
Et dans le cadre de ces activités e-sport, on organise des compétitions qui sont des compétitions majeures, puisque en gros notre boulot c'est de détenir les droits de jeu pour en faire les circuits officiels dans tel ou tel pays. Et en France, par exemple, c'est nous qui organisons tout le circuit officiel du jeu League of Legends, qui est le jeu e-sport numéro 1 depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc on organise ce circuit, c'est totalement comparable au foot, dans le sens où ça part du niveau amateur jusqu'au niveau professionnel, avec une Ligue 1 qui s'appelle la LFL. Et puis entre les deux, il y a un niveau semi-pro qui s'appelle la Division 2, là aussi comme dans le foot. Et comme dans le foot, ces divisions communiquent, c'est-à-dire qu'on peut monter, descendre, et quand on est au top de la pyramide, on peut même se qualifier pour des Coupes d'Europe. Donc on organise tout ça. Si je dois faire encore un parallèle avec le foot, parce que c'est toujours plus facile de comprendre, on est un petit peu la LFP quoi, hein, de League of Legends, c'est-à-dire qu'on gère la relation avec les clubs et notamment avec les événements qui veulent accueillir une date. Alors on a joué par exemple la LFL, la Ligue 1 à Nice en février, on va la jouer à Paris en juillet. Et là, on a eu, grâce aux missions locales de la région, l'opportunité de créer le premier événement offline, c'est-à-dire physique, de la Division 2, puisque par défaut, ces compétitions se jouent en ligne. Hein. Les joueurs sont soit dans leur club, soit chez eux. Ils jouent à distance. Et là, pour la première fois, on avait réuni hier les 10 équipes. Donc c'était un super événement, moi j'étais vraiment content d'être là, quoi. Et justement, pour rebondir sur ce que vous dites, il y a eu un réel engouement. Hier, on a accueilli, on a vendu déjà toutes les places. Hein. Il y avait, on les a données. On les a données. C'était des invitations, c'était gratuit. C'était gratuit. C'était gratuit, effectivement. Toutes les places sont parties très très vite. Et hier, en termes d'audience, alors c'est diffusé sur la chaîne Twitch MGG hier soir en direct du Sismic. On a fait 60 000 vues. Avec un pic à 10 000 personnes simultanées. Et ça, c'est uniquement sur la chaîne Twitch MGG, puisque certains matchs sont diffusés sur les chaînes des équipes elles-mêmes. Et par exemple, on avait hier un streamer, donc un talent qui officie sur Twitch, qui est très connu, qui s'appelle JL Tommy, qui a sa propre team. Et lui, il diffuse ses matchs sur sa chaîne. Et lui fait des très grosses audiences. Je ne sais pas quelle audience il a fait hier, mais en tout cas, il diffusait aussi le match. Voilà. Pour faire le parallèle avec le foot aussi, on a constaté que c'était une véritable organisation. Hein. Il y avait, c'est-à-dire qu'hier, il y avait des grosses équipes. On constate aussi qu'année après année, l'e-sport est pris de plus en plus au sérieux, notamment avec l'équipe Carmine qui fait rayonner la France. Qui fait rayonner la France dans le monde et qui s'est même vu félicité par le président. Ils se sont fait inviter, je crois, à l'Elysée. Oui, le président Emmanuel Macron a reçu bon nombre d'acteurs du secteur dans une cérémonie à l'Elysée pour honorer un petit peu le secteur français de l'e-sport, tant d'un point de vue succès économique que succès sportif. Et effectivement, ce dont on ne se rend pas compte quand on est extérieur à ce milieu, c'est beaucoup de compétences, beaucoup de métiers. Nous, on connaît bien ça, on est le premier employeur du secteur. Et il y a toutes sortes de métiers qui sont nécessaires pour l'organisation, par exemple, d'une compétition. Ça va du commercial qui doit aller chercher les partenaires, à l'admin qui est un petit peu l'arbitre qui va gérer le jeu lui-même, aux réalisateurs, aux techniciens, aux chargés de prod, aux commentateurs, aux cadreurs, aux caméramans, aux ingénieurs du son, aux ingénieurs réseau. Énormément de métiers qui interviennent, au-delà évidemment des joueurs eux-mêmes qui aujourd'hui sont pour beaucoup des professionnels, quoi. C'est là où justement on peut dire que l'émission locale et Webedia du coup ont pu associer leurs compétences justement pour... C'est ça qui nous a plu dans ce projet, c'est effectivement de mettre en lumière pas simplement le jeu vidéo, mais l'employabilité autour du jeu vidéo et l'utilisation du jeu vidéo, on va en parler avec Hugo, mais comme aussi outil de recrutement, pas simplement dans les secteurs du jeu vidéo. Donc le jeu vidéo et l'emploi ont énormément de choses à se dire. De plus en plus, quoi. Justement, vous avez tout trouvé la transition parfaite. Ouais, moi, le travail. Juste avant, on a un nouvel invité du coup qui vient d'arriver. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Laurent Bail,
Donc moi je représente le groupe EasyTech. Je suis commercial, j'ai un petit stand juste à côté. Donc EasyTech, groupe EasyTech, donc vous avez toute la partie EasyDream. Voilà, hein, on a une académie de gamers, donc il y a toute une filière e-sport qui se développe chez nous. Hein, vous avez pu le constater un peu hier et aujourd'hui. Moi, je suis plus spécialisé sur la partie EasyTech. Donc, nous, on gère l'informatique pour les sociétés, toute la partie hardware, tout ce qui se passe après la box. Donc, on gère le matériel, la sécurité informatique, et on gère toutes les périphériques à l'informatique, donc sécurité des biens et des personnes, vidéosurveillance, alarme, affichage dynamique. On gère de la monétique aussi. Donc on intervient sur tout type de professionnels. Hein. On a des clients qui sont à la mission locale et on développe tout le high-tech pour les professionnels. On fait du sur-mesure. C'est une offre 360 full service. Installé, configuré, une offre assez complète, ouais. Et vous êtes aussi dans l'e-sport, je crois. Moi, je développe aussi la partie EasyBox. Donc, on développe le e-sport, on sociabilise le e-sport auprès des collectivités territoriales. On en reparlera peut-être juste un petit peu plus tard. Ouais, voilà. On va faire la transition emploi et jeux vidéo. Et on va donner la parole à monsieur, du coup. Vous étiez présent hier au salon. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous avez mis en place et tout simplement présenter aussi votre entreprise? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Gauche Abruti, je suis donc le cofondateur de Skilleo. Skilleo, c'est une plateforme de recrutement par le jeu vidéo. On a été invité ici, effectivement, parce qu'il y a un lien fort entre jeux vidéo et emploi. Et c'est un peu les valeurs qu'on défend. La mission qu'on s'est donnée chez Skilleo, c'est de valoriser les compétences développées par la pratique du jeu vidéo dans le cadre d'une recherche d'emploi. Et donc ça, c'est ce qu'on fait au quotidien. Comment ça se passe dans les faits? On va donner accès à des parties de jeux vidéo à des candidats qui sont en recherche d'emploi. En fait, on va analyser leur comportement au travers de la partie de jeu vidéo. Pas du tout les performances en jeu. Le fait qu'on gagne ou qu'on perde une partie de jeu vidéo nous importe peu. Par contre, effectivement, ce qui nous intéresse, c'est de voir est-ce que le candidat va être force de proposition, va être leader, va avoir une bonne gestion du stress, va se remettre en question d'une partie sur l'autre et améliorer ses performances globales, pas la performance de jeu, pour corriger ses erreurs. Donc ça, c'est des compétences qui sont en fait hyper intéressantes aujourd'hui dans les entreprises, parce que la gestion du stress, la capacité à communiquer, la gestion de projet, la planification, c'est des compétences qui sont utiles dans le jeu vidéo, qu'on développe, mais qui sont également utiles effectivement en entreprise au quotidien. Oui, bien sûr. Donc l'idée, c'est vraiment de valoriser ces compétences-là dans une recherche d'emploi qui peut être liée au domaine de l'e-sport et du jeu vidéo, mais pas que, en fait, qui peut être liée à n'importe quelle entreprise qui recrute. Et puis, de manière aussi très terre-à-terre, c'est aussi rendre la formation, l'emploi un petit peu plus ludique, peut-être, la ludopédagogie. Alors, il y a une petite... Alors je crois qu'il y a un terme un peu particulier pour... Oui, c'est ce qu'on appelle de la gamification. Mais effectivement, l'idée derrière Skilleo, c'est aussi de rendre la recherche d'emploi plus attractive, de rendre les entreprises qui utilisent ces solutions plus attractives. Aujourd'hui, le marché de l'emploi, il est très tendu pour certaines typologies de population, notamment toute la partie tech digital où on recherche notamment, énormément de talents. Pour ces entreprises-là, utiliser le jeu vidéo, c'est un moyen d'attirer des nouveaux talents avec des canaux d'acquisition qu'on n'a pas habituellement. Ce qu'on appelle un canal d'acquisition, c'est des plateformes d'emploi classiques. Là, par exemple, on pourrait aller chercher les gamers directement dans l'écosystème média du jeu vidéo. Voilà. Donc, on pourrait communiquer, comme on le fait sur Riot Games, avoir des campagnes de recrutement à travers le jeu, par exemple. C'est ça, parce qu'en vrai, le plus souvent, il y a des personnes qui ont des compétences folles et qui croient qu'à travers le gaming, elles ne sont pas forcément valorisées. Mais justement, en fait, vous êtes là pour dire que vos compétences peuvent être utiles. Alors, il y a distribution, si vous entendez des bruits un peu bizarres, il y a distribution de t-shirts. Ça nous a fait un peu peur. J'ai cru que c'était quelque chose qui explosait. Un peu bizarre. Mais du coup, oui. Le gamer aujourd'hui peut être totalement une force pour l'avenir, quoi. Oui, totalement. En fait, le gaming développe des compétences. Aujourd'hui, en fait, il y a 15 ans, c'était un peu mal vu d'être gamer et ça a été très longtemps, on va dire, mis dans une case et c'était difficile de mettre sur son CV dans les loisirs gamer. On était tout de suite mis dans une case. Aujourd'hui, on peut beaucoup plus en parler, mais il y a encore effectivement des freins et des stéréotypes. Là, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'éduquer un peu
l'écosystème RH au global et d'expliquer en quoi effectivement le gaming développe des compétences. Aujourd'hui, il y a pléthore de recherches qui ont été faites par des laboratoires en sciences cognitives notamment pour expliquer en fait le développement des compétences, voilà, le côté apprentissage aussi que ça développe, que développe le jeu vidéo. Oui, bien sûr. Je vois que vous acquiescez, vous voulez peut-être réagir. Moi, je suis partie prenante dans le gaming. Après, je suis un gamer de garage, hein, donc à l'ancienne. À l'ancienne, hein, c'est vrai que moi, je suis plus console, mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, mes enfants, ils sont passionnés de jeux vidéo. Il y a un vrai engouement et c'est vrai que ça se sociabilise beaucoup. Et je pense que le fait de le sociabiliser quelque part, on est en train de mettre en évidence qu'il y a un vrai potentiel dans ce milieu-là et que bien sûr qu'il faut en user mais pas abuser puisque ça a quand même bien sûr. Voilà, des notions un peu addictives, mais c'est bien d'en parler aussi et le fait que ce soit mis au jour, enfin aujourd'hui on peut dire que le gaming c'est un vrai sport. Hein. Bien sûr. Voilà, hein. Ce que je dis souvent c'est que quand on a des jeunes joueurs professionnels qui font 600 manipulations à la minute, ça équivaut à des pilotes d'avion de chasse qui font 600 manipulations à la minute. Donc il y a des vrais potentiels, il y a une vraie... il y a un développement des qualités. Il y a beaucoup de jeunes qui pourraient très bien transférer ces compétences-là sur des métiers divers et variés dans le numérique. Alors on a le chat qui bouge pas mal du coup depuis tout à l'heure. On va vous les lire un petit peu. Jouer à distance, ça pose pas de problème niveau orga par rapport aux teammates qui sont eux sur place. Ouais, sur place. Peut-être on va poser la question Avant de poser la question, on accueille Monsieur Hervé Lieberman qui est arrivé pendant le live. Vous pouvez prendre le micro et vous présenter tout simplement. Hervé Lieberman, donc président du comité régional olympique et sportif. Et donc à ce titre, on est très attentif à cette évolution, ce changement d'approche et d'occupation de la jeunesse. Voilà. On ne perd pas de licenciés. On est en train de récupérer le même nombre de licenciés que ce que nous avions avant le Covid. N'empêche que quand on gratte un peu et qu'on essaye d'analyser les transferts et les flux des gens, il y a un déséquilibre qui est en train de se faire entre les activités physiques sportives et les activités du e-game ou du e-sport. Et justement, est-ce que, bon, c'est un peu à part de ce qu'on disait, mais est-ce qu'à l'avenir on pourrait avoir des licences d'e-sport? Est-ce que ça pourrait devenir comme pratiquer du foot par exemple, avoir payé sa licence chaque année, s'inscrire dans un club d'e-sport? Alors je crois que pour plein de raisons, évidemment, on n'est pas les seuls à s'y intéresser et qu'on a bien compris qu'on a quand même une organisation et en particulier dans ce pays, il y a un droit du travail, il y a tout un tas de choses qui en découlent et puis il y a surtout une envie d'organiser et de fédérer le système. Aujourd'hui, il y a une association qui s'appelle France e-sport qui chapeaute le sujet, qui est auditée assez régulièrement par une commission de l'Assemblée nationale ou par une commission du Sénat. C'est à la fois plein d'espoir et de belles choses qui vont nous être proposées. Et en même temps, c'est aussi la mise sur un nouveau marché qu'il va falloir organiser. On prend par exemple les clubs de sport qu'on connaît bien, enfin de e-sport, avec notre diffuseur Webedia. Aujourd'hui, ce sont des contrats auto-entrepreneurs et le droit du travail in extenso tel qu'il est fait dans les autres branches d'activité en France n'est absolument pas applicable ni appliqué. Donc finalement, c'est un peu une zone grise en ce moment. Donc, oui, alors elle est pas grise parce qu'elle cherche à être cachée. Elle est grise parce qu'elle n'est pas encore arrivée à éclosion et qu'on ne l'a pas encore organisée. Donc il faut faire attention aux propos qu'on a. Aujourd'hui, c'est simplement, il n'y a pas de prud'homme ou il n'y a pas de problème d'accident de travail ou de gestion de contrat avec des joueurs pros. Je ne sais pas pendant encore combien d'années on va réussir à tenir sur ce miracle, mais derrière, il va falloir faire attention à ça. On est dans un pays qui demande à respecter des conventions collectives et un système d'organisation. Et justement, à juste titre, il y a BN83 qui vient de dire sur le chat qu'il y avait des contrats de travail dans l'e-sport, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Vous confirmez, Bertrand Hamar?
Oui, c'est une des évolutions récentes du droit. Tout ça a démarré en 2016 avec une mission parlementaire qui a mis un petit peu en lumière les travaux qu'il y avait à faire dans l'e-sport et dont parlait Hervé. Et effectivement, cette histoire de contrat de travail, c'est vraiment important puisque auparavant, les joueurs effectivement ne pouvaient pas bénéficier de contrats de travail et étaient obligés d'être auto-entrepreneurs pour pouvoir être payés par leur club. Désormais, il y a des contrats de travail qui se mettent en place. C'est encore pas évident puisque tous les clubs n'y ont pas accès. Il faut passer par un certain principe de certification, etc. Et puis, ça met des clubs en danger, puisque, évidemment, ça change l'économie de l'e-sport qui, malheureusement, permet pas au niveau des clubs encore de supporter tout ce modèle, surtout versus des clubs étrangers, puisqu'on est évidemment dans un rapport d'offres et de demandes sur le marché des transferts. Aujourd'hui, par exemple, en LFL, qui est la première division, il y a 50 joueurs qui évoluent, 10 équipes de 5 joueurs, il n'y a que 15 Français. Donc on voit qu'on est comme dans le foot et que les joueurs font la différence, font le choix d'aller jouer dans tel ou tel pays, dans tel ou tel club. Et donc toutes ces évolutions de la réglementation impactent évidemment l'économie des clubs. C'est ça s'est structuré comme le dit bien BN83, avec notamment des équipes comme Vitality par exemple, ou ce genre de structure. Tu voulais peut-être dire un truc ? Moi, je vois que le chat bouge beaucoup, on nous pose des questions. Salut tout le monde. Les animateurs, si vous êtes des joueurs, évidemment, quelles compétences avez-vous pu développer via les jeux vidéo ? Animateur ou invité, je pense qu'ici, vous jouez tous un peu plus ou moins aux jeux vidéo. La question, après, elle est posée à nous. Quelles compétences on a pu développer grâce aux jeux vidéo ? Est-ce que tu joues beaucoup ? J'avais un bon passé sur MW2, Call of Duty, à l'époque, sur PS3. Je passais mes soirées là-dessus. Là, en ce moment, je joue un petit peu sur FIFA. Mais je pense que c'est des compétences un peu transverses qu'on développe. Il n'y a pas forcément un truc en particulier. Il y a plein de choses que j'ai eues grâce aux jeux vidéo et qui sont apparues naturellement. Et je ne saurais même pas te dire... mais en tout cas, l'esprit d'équipe, quand tu joues avec une équipe, l'écoute, la communication, la réactivité. Et je crois que tout à l'heure, vous en parliez, il y a eu des études tout simplement qui démontrent que tout simplement le jeu vidéo aujourd'hui permet de développer ses compétences et vous êtes mieux placé que personne pour le dire. Non, tout à fait. Effectivement, le jeu vidéo, ça va majoritairement être des soft skills qu'on va développer, donc des compétences douces, compétences humaines. Donc c'est toutes ces compétences-là que tu cites, plus que des compétences techniques, comme la maîtrise d'un logiciel. On va dire une des compétences techniques qu'on peut développer avec le jeu vidéo, ça va être l'apprentissage des langues, par exemple. Souvent, notamment quand tu vas jouer en équipe et sur des circuits pro, les équipes elles communiquent en anglais parce que quand tu as des joueurs effectivement étrangers, donc tu as un vrai apprentissage des langues, une vraie pratique de la langue. Après, tu vas rarement avoir des jeux vidéo où on va te demander de coder dans un langage quel qu'il soit, quoi. Donc voilà. Après, dans la pratique du jeu vidéo, il y a un moment, si tu veux optimiser, tu peux arriver quand tu joues à TFT à côté de te faire un classeur Excel et optimiser tes données pour monter dans le ladder et optimiser en utilisant la data. Donc tu vas apprendre à utiliser d'autres compétences, mais les compétences que tu développes vraiment dans la pratique pure du jeu vidéo, c'est des soft skills. Et toi, Isor, du coup, tu as développé quelles compétences ? Tu joues à des jeux vidéo ? Moi, je ne suis pas trop une gameuse. J'étais une gameuse à l'âge de 10 ans sur la Nintendo DS. Je vous explique pas, la maison du style, tout ça, s'il y a Mario Bros, tout ça, ça allait. Tu joues à Nintendogs ? Ouais, Nintendogs, mes petits chiots, tout adorables. Mais voilà, c'est tout. Donc, j'aurais pu peut-être faire dresseuse canin. Ouais, j'aurais pu aussi faire des défilés de mode, tout ça. Mais ça s'est arrêté là. Après, j'ai un peu fait de la Wii. Sur Mario Kart, pro du volant du coup, du Just Dance évidemment. Voilà, mais ça s'arrête ici. J'ai développé mon coup droit grâce à Wii Sport. Ah, Wii Sport aussi, ouais, la boxe là, je mettais je sais me défendre quoi maintenant, faut pas me chercher, je vous le dis. Ouais, pour parler des compétences, je vais peut-être donner la parole à monsieur à ma droite. Justement, est-ce que vous pouvez réagir un petit peu sur le lien entre emploi et jeux vidéo ?
Tout à fait. Alors je me représente pour ceux qui n'étaient pas là quand le live a commencé. Sébastien Lévesque, je suis directeur national d'XP School. Donc premier groupe, je fais partie du premier groupe d'enseignement supérieur de France, le groupe Ionis. Et on possède 8 écoles en France avec à peu près 1000 étudiants dans le supérieur. Et forcément, le jeu vidéo, c'est un sujet, je vais donner juste quelques chiffres pour cadrer. Le jeu vidéo, c'est 5,6 milliards l'année dernière de chiffre d'affaires en France. C'est la première industrie, alors dite culturelle, même si on n'est pas encore reconnu comme une culture de France. C'est plus gros que les 3 autres industries culturelles réunies. Cinéma, musique, livre. Forcément, pour ça, je pense que tu l'as très bien illustré quand tu as illustré les métiers, Bertrand, il y a des compétences qu'il faut aller chercher du coup pour travailler dans le jeu vidéo. On est sur les métiers nouveaux, des métiers qui se réinventent, des métiers qui apparaissent. Aujourd'hui, quand on commence à se poser la question, quand on a le bac, d'ailleurs je tiens à féliciter tous les jeunes de France aujourd'hui qui ont eu leur bac, et puis encourager surtout ceux qui sont... Pardon ? En tout cas, des futurs étudiants peut-être. Et du coup, dans cette logique-là, forcément, à un moment donné, ces compétences, il faut aller les chercher. Deuxièmement, et je pense que tu l'exposes très bien, le jeu vidéo permet du coup la reconnaissance de certaines compétences. Voilà, j'ai souvenir d'une discussion que j'avais avec Axel Lemaire dans le cadre de la loi République numérique, à l'époque secrétariat d'État sur le sujet, où on disait, mais en fait, un chef de raid sur WoW, qui manage une centaine de personnes de manière interculturelle, avec du management hiérarchique direct, indirect, comment est-ce qu'on va valoriser cette compétence-là sur le marché du travail? Et c'est pour ça que les initiatives comme la tienne sont très bien. Et la dernière des choses, moi je voudrais juste vous remercier tous autour de la table, tous ceux qui sont acteurs de l'organisation de cette journée, parce que c'est une belle mission locale pour le coup, de développer les compétences et du coup le jeu vidéo dans les territoires. Le foot, t'en parlais, rassemble, mais le jeu vidéo aussi rassemble. Et ça, c'est une vraie réalité de tous se rassembler et de faire revenir des jeunes, la jeunesse, sur des sujets qui peuvent être engageants du coup, pour du coup se reconnecter entre nous et reconnecter à la société. Donc c'est des vrais sujets, et ce qui se passe ici, les stands, l'employabilité, le jeu vidéo, où sans en fait des événements comme celui-ci, qui doivent se développer dans les territoires, malheureusement les jeunes ne reviennent pas forcément, et du coup là on voit avec la fréquentation que tu as eu hier, que c'est vrai, et qu'on voit aujourd'hui, que c'est vraiment une bonne initiative. C'est vrai, on vous remercie à tous aussi d'être venus, vous qui êtes peut-être derrière le chat, qui nous regardez. J'avais peut-être une petite question, du coup, comment ça se passe? Vous nous avez dit que vous avez 8 écoles en France, comment on y postule, comment on fait pour y rentrer? Alors, site internet, xp.school, du coup, pour ceux qui sont sur le stream, mais 1, le bac, 2, un concours d'admission pour pouvoir intégrer l'école et pouvoir aller travailler sur les métiers business. Tout de suite, moi je ne forme pas de joueurs, mais voilà, ça va être de l'événementiel, du coaching, du management, de l'influence, du marketing, etc. C'est tous ces métiers que Bertrand exposait et que tout le monde a un petit peu partout. Là-dessus, je te donnerai juste un chiffre. À date, en France, il y a 100 offres d'emploi sur le jeu vidéo, tous métiers confondus. On est en capacité d'en pourvoir 95. Donc on a de base un déficit, sans parler du coup de la croissance des nouveaux métiers. Je vais dire un gros mot, mais je vais parler de métaverse, de Web 3.0, où effectivement il faut aller se staffer là-dessus. Donc c'est indispensable de former et de trouver comment détecter les compétences. Donc il y a clairement une demande en fait vis-à-vis du marché de travail. Ah, c'est indéniable. Il y a un besoin qui est réel. Et du coup, on a une question. Pour ceux qui n'ont pas le bac, y a-t-il des passerelles pour intégrer les écoles ou trouver un emploi? Je vais te répondre que oui. Voilà. Alors moi, par rapport à XP, je peux malheureusement pas faire grand-chose parce qu'il faut avoir le bac, mais c'est là où du coup le contact avec la mission locale pour accompagner, travailler et aller chercher du coup le diplôme ou les compétences qui permettent d'avancer sont très très importantes. C'est pas parce qu'à un moment donné tu as été confronté à un échec que tu ne peux pas y arriver. Non, c'est vrai qu'on voit arriver de plus en plus de formations, et ça c'est super pour le secteur, puisque ça nous permet, nous employeurs, de recruter des personnes qui sont déjà spécialisées, notamment via le biais de stages, puisque c'est quand même un bon moyen pour l'étudiant de se confronter au milieu professionnel et aux professionnels de repérer les talents. Mais les métiers du gaming et de l'e-sport restent aussi des métiers de passion. Et donc, à la différence de certains métiers où le diplôme est indispensable, on peut encore réussir
par l'apprentissage, par le tissu associatif, par des compétences qu'on va développer en organisant des compétitions dans son coin, en devenant streamer et finalement de fil en aiguille en étant dans sa chambre. Et nous, on a beaucoup d'exemples comme ça autour de nous, de talents qui se sont développés, qui ont généré une audience, qui ont commencé à monétiser cette audience et finalement à structurer une société, à recruter des monteurs, des cadreurs. Moi, j'ai un talent dans notre environnement qui s'appelle Domingo, dont vous avez certainement entendu parler. Lorsqu'on l'a signé dans l'agence de talent que j'avais cofondée, je crois que c'était en 2014, il était tout seul dans sa chambre. Et maintenant, il dirige toute une équipe. Et il a fait ce week-end un festival avec 4500 personnes présentes. Voilà, donc il y a les formations qui sont très bien parce que aujourd'hui, elles sont vraiment sérieuses. Là où il y a quelques années, on a vu apparaître des tas d'écoles qui n'étaient pas toutes sérieuses. Aujourd'hui, voilà, avec des écoles comme XP, comme Gaming Campus, qui sont des écoles vraiment sérieuses où nous, on recrute des élèves, on en a en permanence, des stagiaires et enfin et des emplois derrière. Il y a ça, mais il y a toujours la possibilité pour un jeune passionné qui n'a pas le bac d'arriver par d'autres moyens et de faire valoir les compétences qu'il a développées dans le jeu vidéo. Il y a quelque chose d'hyper important quand même, on en parlait tout à l'heure, et ça c'est favorisé aussi par la pratique du jeu, c'est la pratique de l'anglais. Aujourd'hui, clairement, c'est pour moi quelque chose d'assez indispensable. Donc c'est important parce qu'il n'y a pas de frontières dans l'e-sport. Quand on discute avec les joueurs, les coachs, les éditeurs, les organisateurs, la langue par défaut, celle que tout le monde comprend, c'est l'anglais. Donc c'est quand même une compétence qui est vraiment nécessaire à mon sens. Vous parliez tout à l'heure de passion, je crois que c'est ce qui vous a poussé à... On va parler de votre parcours rapidement. Vous pouvez vous représenter, on parle depuis longtemps. Oui, alors moi c'est Julien Guellerin, donc je suis l'un des fondateurs du studio Iconique basé à La Ciotat. Non, je voulais rebondir sur les compétences. Les compétences, nous bien sûr, là le but c'est pas de dévaloriser les diplômes ou quoi que ce soit, mais au niveau du recrutement, on peut tomber sur de fantastiques autodidactes, que ce soit au niveau du code. Il y a des personnes qui sont tout seules dans leur chambre et qui savent livrer des projets, des prototypes de façon absolument autonome. Au final, quand vous faites un entretien d'embauche, vous regardez un petit peu le parcours, mais vous regardez aussi ce que la personne est capable de faire en autonomie. C'est pareil pour le graphisme. Il y a des gens qui sortent du système scolaire, mais qui sont capables de vous livrer du design, de vous livrer du chara-design, voilà, tout seul, dans leur coin, comme ça. Et c'est exactement pareil pour la com. La com, moi, j'aurais aucun problème. Alors, c'est mon champ d'activité en plus. Hein, j'aurais aucun problème à confier pas la direction, mais la responsabilité de la com à une personne qui, pendant des années, a tenu tout seul une chaîne YouTube, a été capable de faire sa propre promotion, a été capable d'être autonome sur un contenu régulier. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour les autodidactes dans ce milieu-là, dès lors qu'il y a l'assiduité, le rendement qui sont au rendez-vous. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, finalement, c'est des compétences qu'on développe soi-même sans qu'il y ait forcément d'école derrière avec un diplôme. Mais c'est des compétences tout autant valorisantes et valorisées. Hein. On a des exemples de signatures chez vous, on pense notamment au Michou, au Inoxtag. Oui, il y en a énormément. Voilà, vraiment aujourd'hui, il y a énormément de possibilités aussi dans cette industrie de créer son propre emploi. Quelque chose qu'on ne peut pas faire dans beaucoup d'autres secteurs, que ce soit avec les plateformes de diffusion comme Twitch, YouTube, etc., mais aussi avec ce statut d'auto-entrepreneur qui permet à une personne qui a des compétences d'aller travailler une fois pour une équipe qui a besoin de monter un setup pour diffuser une compétition, une fois pour un média, une fois pour une agence de communication. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent avec nous sur nos événements et encore hier, qui ont ce statut d'auto-entrepreneur, c'est-à-dire qui sont devenus finalement, qui ont créé leur propre emploi, quoi. Un avis? Non, moi c'était tout à l'heure on soulevait un point, c'était l'aspect de sociabiliser tout ce qui est le gaming et tout ça. En fait, c'est un peu notre rôle, nous, dans un bar, de fédérer en fait des communautés avec des gens qui sont tous acteurs du gaming, qui sont tous joueurs, gamers, tout ça, et en fait qui sortent un peu du côté de l'image du gamer qui est dans sa chambre enfermée et qui joue. Et on a des lieux comme le Meltdown,
qui est un bar où les communautés comme celle-ci peuvent se rassembler juste pour boire un verre ou avoir juste des activités sociales, quoi, tout simplement. Et concrètement, comment ça se passe au Meltdown, par exemple? J'ai envie de me faire une partie avec mes collègues le samedi soir. Alors, en fait, c'est avant tout un bar. C'est un bar. Donc, le gaming, c'est un peu l'ADN du bar. Ça reste toujours présent, de près ou de loin. Et il y a des gens qui peuvent venir juste parce qu'il va y avoir des communautés de gamers, mais qui ne vont pas forcément jouer. Et puis, il y a des ordinateurs, il y a des consoles qui sont en accès libre. Et les gens peuvent faire une petite partie, juste s'amuser comme ça entre eux. Mais ils viennent avant tout pour boire un verre. Ok, bah on essaie. On ira. On y va? Ouais, on se prévoit ça, pas de souci. Avec plaisir, venez, je vous reçois tous. Alors, on a le chat du coup qui réagit pas mal. On a une grande question. On voit dans d'autres pays comme aux USA ou encore plus en Asie que l'e-sport est déjà bien installé et se développe de plus en plus. Est-ce que ça ne pose pas de problème qu'en France, nous avons du retard à ce niveau-là? Alors, on n'a pas du tout du retard à ce niveau-là. Voilà, c'est dit. Pas du tout, pas du tout. Au contraire, les pays que vous venez de citer jalousent souvent la France. On a un tissu incroyable. L'e-sport en France existe depuis des décennies. La Gamers Assembly, qui est une grande LAN qui se déroule chaque année à Poitiers, a fêté ses 20 ans. Le SWC, qui veut dire Electronic Sport World Cup, est né là aussi en 2003 en France. En 2006, le SWC remplissait déjà Bercy. Donc on n'est pas du tout en retard. On a des tonnes d'équipes, Easy Dream, MCES dans la région. Vraiment, il y en a dans tout le territoire, à tous les niveaux, pro, semi-pro, amateur. On a un énorme... et on a des audiences qui, aujourd'hui, font pâlir d'autres pays. La LFL, par exemple, la Ligue française de League of Legends, fait plus d'audience que la Ligue nord-américaine et la Ligue européenne qui fait le plus d'audience parmi toutes les ligues nationales d'Europe. Donc non, la France est très en pointe sur l'e-sport. Des équipes comme Vitality ont gagné des titres mondiaux et font rayonner le savoir-faire français dans le monde entier. Des joueurs, il y a des joueurs de légende au niveau mondial qui sont français, Yellow Star pour ne citer que lui. Donc ceci est peut-être une idée reçue, mais elle n'est pas justifiée. Donc on peut être fier du secteur français et la reconnaissance des autorités, des institutions comme ce qu'a fait récemment le président Macron va aussi dans ce sens de montrer l'excellence française en matière d'e-sport. Et je vais juste rebondir là-dessus, parce que j'ai eu la chance d'être invité à l'Élysée avec tous les camarades, et c'est une vraie volonté que le président de la République et l'État a de pousser l'e-sport. Alors, fortement avec un regard très olympique, 2024 est regardé de manière très attentive, mais il y a une vraie reconnaissance de la compétence du tissu économique aussi derrière. Ne nous mentons pas que ça représente, mais je pense qu'on est ici pour en parler. On parle d'employabilité, donc de travail et du coup d'économie, et la volonté du coup de pouvoir accélérer ça et d'avoir une action de l'État qui va aller accélérer. Et quand tu parlais des contrats des joueurs, les contrats des joueurs pro existent depuis 2015 et la loi République numérique. Par contre, effectivement, il y a des choses à aboutir pour prendre cet exemple-là, exonération de charges, clause sur les transferts, comme dans le foot, en fait, plein de choses qui permettraient de dynamiser le secteur, qui depuis un moment donné ne sont pas portées et qui doivent du coup être portées. Donc il y a une vraie volonté des pouvoirs publics d'accélérer et de maximiser sur cet actif français. Totalement. Donc, voilà. On n'est pas en retard, quoi. On est bien. On n'est pas en retard, on n'a pas à pâlir de notre succès. Et je crois qu'on est même champion d'Europe avec la team Carmine. Ah bah oui, il y a les 3 dernières Coupes d'Europe qui voient s'opposer les clubs issus des différents championnats européens. Les 3 dernières éditions ont été gagnées par des clubs français. Et tu parlais de la Carmine Corp qui a fait un événement, donc c'est un club d'e-sport français, qui a fait un événement à la Cor Hotel Arena à Paris, Paris-Bercy. Ils ont vendu 12 000 places en 10 heures. Et justement, en Corée, il y a eu des reportages là-dessus à la télé en Corée. On s'est étonné de ce succès. Donc, non, on regarde la France dans le monde entier, quoi. Voilà, donc BN 83 Cocorico, on n'est pas du tout en retard. Tu dis n'importe quoi. On est dans le game, on y est. On a une question du coup. Alors, quel métier de demain pour les gamers passionnés ?
peut-être vous la poser à vous. Est-ce que vous avez proposé d'autres formations? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous allez mettre en place dans les prochaines années? Je pense que Bertrand, tu pourras mieux répondre que moi parce que des joueurs pros, moi je ne forme pas de joueurs pros. Un joueur professionnel voit sa retraite e-sportive, ça fait bizarre de dire ça, mais vers entre 25 et 30 ans. Et je pense que tu en as des joueurs en reconversion chez toi. On en a beaucoup. Déjà. Ça, t'as raison. C'est un vrai point, c'est-à-dire que beaucoup, c'est un peu comme dans le foot, hein, là je refais le parallèle aussi, beaucoup rêvent d'être joueurs pro. Il y a peu d'élus, hein, il y a beaucoup de joueurs aussi semi-pro, etc. Donc mais il n'y a pas que le métier de joueur pour évoluer dans le jeu vidéo et dans l'e-sport. On l'a vu, il y a des dizaines de métiers différents, techniques, commerciaux, artistiques. Vraiment, il y en a énormément. Et puis, effectivement, aujourd'hui, on voit de plus en plus de reconversions. Je peux vous en citer une notamment, puisque c'est quelqu'un que je connais bien, avec qui qui est à l'origine de cette agence de talent que j'avais cofondée en 2012. C'est une rencontre avec un joueur de FIFA qui s'appelle Bruce Granek. C'est une légende sur la scène FIFA. Quand je l'ai rencontré en 2012, il avait été 2 fois champion du monde, une fois sur FIFA, une fois sur PES, et on l'a signé en tant que joueur. Il a eu 2 autres titres de champion du monde, et puis ensuite il a voulu se reconvertir, et on l'a accompagné dans sa gestion sur les réseaux sociaux, et il est devenu un streamer, donc qui est le plus gros streamer sur FIFA aujourd'hui. Donc il a une très grosse audience qui est monétisée auprès de marques qui veulent parler à sa communauté. Il est devenu aussi, comme d'autres anciens footballeurs, consultant à la télé, et il a animé pendant 5 ans sur beIN Sport la e-Ligue 1, qui est le championnat de France de FIFA. Voilà, donc des reconversions, il y en a beaucoup. On parlait tout à l'heure de Yellowstar, qui est un joueur de légende de League of Legends. Il est devenu ensuite directeur sportif du PSG eSport. Désolé de parler du PSG dans la région. Et ensuite, il est devenu coach de LDLC, et maintenant, il est agent de joueur. Vous voyez ? Donc Yellowstar, en 10 ans, il a déjà fait 4 métiers dans l'e-sport. Donc il ne faut pas avoir peur quand on a un enfant qui veut devenir joueur professionnel. Déjà, c'est possible, mais même s'il n'y arrive pas, il y a beaucoup d'autres métiers auxquels il pourra accéder grâce à ses skills. Là, on parle un petit peu de l'angle compétitif pour les passionnés du jeu vidéo. Il y a aussi le passionné, l'amateur de jeux vidéo tout court. Moi, je sais que par rapport d'un point de vue studio, je serais ravi de soumettre les productions en bêta-test à un collège de bêta-testeurs passionnés. Ah oui. Voilà, parce que quand vous êtes en production sur un jeu, c'est long. Au bout d'un moment, le jeu, je parle de l'équipe qui y travaille, vous pouvez plus le voir en peinture, vraiment. Hein, du coup, vous êtes plus objectif, ça vous sort par les trous de nez. Du coup, d'avoir quelqu'un qui est un petit peu dehors et juste passionné de tester du nouveau jeu, de l'indépendant français, un petit peu sortir du AAA, moi, ça m'intéresserait. On avait été démarché récemment là, par justement quelqu'un qui m'a envoyé un mail. Oui, est-ce que vous seriez intéressé par un groupe de bêta-testing pour vos jeux? Moi, j'étais là, oui. Et en fait, la personne me dit, ah, mais c'était juste un POC, on va voir d'ici quelques années. Mince. Donc voilà, non, moi, je serais ravi vraiment de confier ça à des personnes tout simplement passionnées. J'avais un petit peu essayé de mettre ça en place avec le Meldon Marseille, et on le fera, je pense, à terme. Tout simplement, les personnes qui viennent boire un coup au Meldon, on installe une borne de jeu, elles testent, elles nous font leur retour. Voilà, ça mange pas de pain. Pareil pour les étudiants de l'XP School. Hein, J'allais prendre la parole pour te dire que si tu as besoin, j'ai une centaine de jeunes à Marseille qui peuvent t'aider quand tu veux. Voilà. C'est merveilleux. Pareil pour des structures où il y a des joueurs professionnels qui auront encore un autre angle d'approche que des étudiants ou tout simplement des passionnés désintéressés. Voilà, il y a des choses à mettre en place. Donc voilà, si vous êtes passionné de jeux vidéo, venez tester des jeux vidéo. Le message est clair. Le message est passé. Et en fait plus clair, le message est passé dans le chat. Merci beaucoup. Merci. On a une question dans le chat de Eke Anthony Bossu. Une grosse question. Hein. Alors, les compétences gaming, certes, mais surtout des responsabilités... Non, c'est pas vraiment une question, je crois que c'est une réflexion. Des compétences gaming, certes, mais surtout des responsabilités dès le plus jeune âge. Hein. Créer une association, manager et former des collaborateurs, faire un cahier des charges, un business plan ou encore négocier du partenariat, voire sponsoring dès 15 ans. C'est un plongeon dans le monde du travail qui forge. Cela a été mon cas et cela m'a permis d'être cadre très jeune et puis de fonder ma propre société qui m'a permis d'ailleurs de continuer avec l'e-sport. Merci à toi pour... T'as fini le game, incroyable, incroyable. Mais vous accompagnez aussi des profils comme ça hein, chez Webedia. Oui, non, mais c'est ce que je disais, on recherche des compétences
qu'elles aient été formées par un tissu associatif, comme cette personne qui l'illustre très bien, ou qu'elles sortent d'une école spécialisée comme XP School, ou d'un circuit d'études plus traditionnel comme une école de commerce par exemple. Une personne peut avoir fait une école de commerce mais être passionnée par le jeu vidéo. C'est des profils qui nous intéressent aussi. Voilà, donc de toute façon je pense qu'il y a un mot qui revient tout le temps là, c'est la passion, et ça en revanche c'est quelque chose d'indispensable quand on veut travailler dans ce secteur. C'est un secteur de passion. C'est comme quand on veut travailler dans le cinéma ou dans la musique. Si on n'est pas passionné de musique, on va vite s'ennuyer. Sur un tournage de film, si on n'est pas passionné par le cinéma, on va vite s'ennuyer. Là, je pense que le premier critère, c'est quand même la passion. Et c'est le fait d'avoir envie de vibrer et de faire de sa passion son métier, qui est quand même ce que personnellement j'ai eu la chance de faire, et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à tous les jeunes, parce qu'il n'y a rien de plus beau, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, pour clôturer du coup ce live, on va reparler de cet événement qui est déjà un bel événement. Donc j'ai quelques questions pour vous. Est-ce que vous avez déjà participé à ce genre d'événement, de cette envergure en fait, ou est-ce que c'est le premier que vous faites? À qui veut répondre? Peut-être monsieur. Puisque je vous ai choisi parce que hier, je vous ai vu installer, je vous ai vu jouer, enfin vous faisiez les préparations, et j'étais fasciné par le truc. Vous pouvez nous parler un petit peu de la plateforme? Ouais, de la plateforme. Ouais, bien sûr. En fait, aujourd'hui, Skillo, donc c'est une plateforme d'emploi qui met donc en relation des demandeurs d'emploi avec des entreprises. Le concept, en fait, dès le départ, c'était de se dire de répondre aux codes du jeu vidéo, de reprendre les codes du jeu vidéo pour plaire aux gamers, mais surtout un peu de casser et de dépoussiérer le monde du recrutement en interdisant, entre guillemets, sur la plateforme, la lettre de motivation et le CV. Dès le départ, en fait, le candidat, quand il va s'inscrire sur la plateforme, on va gamifier l'expérience, on va créer toute une histoire, une aventure. C'est une espèce de RPG, on va dire, de l'emploi. Donc on va avancer dans une aventure avec son personnage. On va déclarer des compétences, parce qu'il y a quand même des compétences techniques qui sont essentielles pour certains types de jobs. Tu veux développer un jeu, il te faut des notions de code sur certains langages. Tu as beau avoir toutes les soft skills du monde pour un emploi. Si tu veux un développeur, je sais pas, Java, et que le gars fait pas de Java, à un moment, tu vas être bloqué à ce niveau-là. Donc dans certains emplois, tu as des compétences techniques qui sont essentielles. Pour d'autres, tu n'en as pas besoin. C'est que des compétences douces, hein, donc c'est soft skills. Et du coup, après, ce qu'on fait, c'est que les candidats, du coup, ils vont faire une partie de jeu vidéo. Donc, hier, vous avez joué à Overcooked. Hier, on a joué à Overcooked. Nous, on a 2 jeux aujourd'hui. On a Overcooked et Trackmania. Donc, en fait, on exploite. On ne crée pas de jeux vidéo. En fait, on n'est pas développeur de jeux vidéo. On exploite des licences d'autres éditeurs sur des jeux qui sont présélectionnés entre guillemets, c'est des jeux qui sont hyper faciles d'accès, c'est fait exprès, faut que ce soit des gamers qui puissent le prendre en main, mais que ce soit gamers du jeu ou même pas gamers du tout en fait. Donc voilà, on leur met accès, on leur donne accès au jeu avec une techno de cloud gaming, hein, donc le candidat il a juste à avoir un PC, une connexion internet et il a accès au jeu dans son navigateur, donc il fait sa partie de jeu vidéo. Nous on enregistre tout ce qui se passe, donc la vidéo, l'audio et les datas qui sortent du jeu quand il y a des datas dans le jeu. Sur un Overcooked il n'y a pas de data, hein, c'est un petit jeu de salon, donc voilà. Et en fait avec ça. Ouah, plus jamais là par contre. Ouais, tranquille. Wow, un peu de respect s'il vous plaît. Et ouais, avec tout ça en fait, on compile ces datas là pour faire un mapping de compétences du candidat et l'aider à trouver un emploi. En fait, il va pouvoir répondre à des offres d'emploi de manière très classique à la fin du parcours, on va dire. Mais ces offres d'emploi en fait, elles sont matchées. C'est-à-dire que le recruteur de son côté, lui, il a mis des soft skills et hard skills et il a pondéré ces soft skills pour avoir un matching de compétences. D'accord. Et ça, vous les générez après une partie de jeu vidéo? Tout à fait. La session, elle dure 30 minutes. Donc, ils ont plusieurs parties d'Overcooked, ils ont plusieurs maps de Trackmania. Voilà. Et donc, tout ça, c'est des grilles d'analyse derrière. C'est fait avec un laboratoire en sciences cognitives pour appuyer toute cette démarche-là. Ouais. Okay. Vous avez des profils qui sortent derrière? Ouais, on a des profils qui sortent derrière. Comme un profil là dans les RPG et tout. Ouais, dans le même genre. Il est rouge, ou alors il y a un nom. Là, on fait un mapping, on fait un graph radar, tu vois, avec un graph radar avec des grandes familles de compétences. On te fait le détail, on te fait le matching en fait par rapport à la pondération que toi tu as mis sur les soft skills. D'accord. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir, hein, vous qui êtes dans le chat. Vous êtes présents jusqu'à quelle heure aujourd'hui au MLG? Jusqu'à la fin de l'événement, on est juste à la sortie. Ils sont à la sortie. Moi-même, ça m'intéresse, je vais venir voir ce que je vaux vraiment. Parce que je crois que je suis vraiment nul. Mais Le ML Game Show, vraiment un magnifique événement. Et oui, je l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, on m'a mis ma question sur le côté, mais du coup, je la repose. Est-ce que vous avez déjà participé à ce genre d'événement avec cette envergure, etc. Peut-être si vous voulez répondre.
Pas du tout. Je pense que j'avais participé à la DreamHack. C'était à Marseille. Et c'était, il me semble, en 2017 ou 2018. Donc en fait, c'est pour ça, c'était pour revenir sur le fait qu'enfin, il y a un nouvel événement de cette ampleur qui se déroule dans le sud de la France. Oui, comme on disait tout à l'heure. Parce que ça fait depuis plusieurs années qu'il n'y a rien eu d'autre. Et on est content de retrouver quelque chose comme ça. Et j'espère qu'il y en aura d'autres et dans des temps plus courts. J'espère aussi. Ouais. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Monsieur Sarma. Même avant, hein, moi j'habite là, donc effectivement j'essaie d'organiser un maximum d'événements ici. Ah ben on est partant. Il y a un an avec Easy Dream, on avait joué ici la première journée LFL Day de la LFL. Il y avait les 10 équipes, ça avait été vraiment un énorme succès ici au Sismic. Et puis là on est ravis de cet événement. De cet événement des missions locales qui nous a permis de jouer la Division 2. Et j'espère franchement qu'on pourra revenir. Il y a des super infrastructures ici. Si on pense à Aix, il y a le Sismic, il y a l'Arena. Et tout ça sont des lieux parfaitement adaptés à la réception d'événements e-sport, quoi. Donc personnellement, j'y travaille parce qu'effectivement, il y a trop de trucs à Paris, quoi. Mais sur ce genre d'événement... Donc nous on essaie de jouer en province au maximum, justement. Voilà. Pardon, excusez-moi. Du coup, sur ce genre d'événement, quel public vous rencontrez ou quel public vous attendez? On parle de deux types d'événements différents. Là, on est sur un événement avec des conventions, des conférences, un événement aussi B2B. Sur les événements e-sport, en fait, il faut bien se rendre compte que chaque jeu correspond à une communauté. C'est exactement comme dans le sport. Il y a un profil un peu du fan de tel ou tel sport. Dans l'e-sport, c'est pareil. Il y a des audiences qui sont plus âgées que d'autres. Si on pense à des jeux comme League of Legends ou Counter-Strike, qui sont des jeux qui existent depuis plus de 10 ans, forcément, on va trouver un âge moyen plus âgé que sur Fortnite, qui est un jeu plus récent. Voilà, on ne peut pas mettre tous les jeux et toutes les communautés dans le même panier. Chaque jeu, chaque discipline, au final, a son profil et son audience type. Ce qu'on remarque en revanche depuis quelques années, c'est que la part des femmes augmente vraiment dans l'audience de l'e-sport. Ça, c'est quelque chose dont on peut vraiment se féliciter. Aujourd'hui, sur les grands événements e-sport, comme ceux qu'on a la chance d'organiser, on est à 25% déjà de femmes dans le public à peu près, ce qui est vraiment une évolution par rapport à ce qu'on pouvait constater il y a quelques années, quoi. Et on espère qu'elles seront de plus en plus présentes, hein. Absolument. En tout cas, les femmes dans le secteur sont de plus en plus présentes. J'ai fait un post Twitter il y a quelques temps pour signaler qu'on parlait souvent de la place des femmes dans les compétitions, etc. On disait oui, il n'y a pas beaucoup de femmes dans les équipes, mais il y a beaucoup de femmes autour de ça. Chez nous, notre directrice de production est une femme, c'est elle qui organise tous ces événements. Et autour d'elle, elle a beaucoup de graphistes, de chargés de production, de caméramans, de réalisatrices, donc énormément notamment de techniciennes. Et puis ensuite, quand on parle des secteurs liés au commerce, au marketing, là aussi, il y a beaucoup de femmes. Et je dirais que l'industrie en recherche. Nous, typiquement, aujourd'hui, dans le pôle commerce, on veut recruter des femmes parce qu'on a besoin de cette diversité. L'audience est, elle aussi, de plus en plus diversifiée. Et donc, il ne faut pas avoir peur parce qu'on pense jeux vidéo, souvent garçons. Quand on est une fille, il ne faut vraiment pas avoir peur. Au contraire, vos compétences sont également très recherchées. Voilà, donc le message est passé. C'est entendu, les filles. N'hésitez pas, foncez. Et c'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. Très beau mot de la fin. C'est parfait. Et on merci fait des beaucoup. signes, il faut qu'on arrête. Je vous remercie vraiment à tous pour vos interventions. D'avoir été présents. J'en ai appris beaucoup. On se retrouve tout à l'heure sur Avec le plaisir. stand. Et le chat, vous restez branchés sur la chaîne de La Bonne Idée. Il y a un prochain live qui arrive. La suite arrive. Restez connectés. Merci beaucoup encore. Merci à tous de votre présence. Vous applaudir. Merci. Merci à tous.